Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce webinar qu'on est ravi de vous proposer aujourd'hui. Le thème qu'on va aborder ensemble, c'est pourquoi moderniser en 2025 votre système d'information patrimoine et comment s'y prendre. On a bien compris que c'était un sujet qui était important pour vous. On le sait, hein, les données du patrimoine, elles sont essentielles à plusieurs titres, mais souvent c'est quelque chose qui vous pose problème. D'unicité, de qualité d'accès, de mise à jour, de sécurité, et la manière dont, on peut y remédier, est pas toujours évidente. Donc heureusement, vous n'avez pas, attendu pour réfléchir à ce sujet-là et donc pour preuve, il y a quand même pas mal d'appels d'offres ou de projets, de modernisation, de votre récit patrimoine, qu'on voit passer, hein, et donc on voulait, vous apporter quelques clés et échanger ensemble, sur ce sujet-là avec Flavien, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Flavien Douetto. Je suis un des 2 cofondateurs de Hublot, et on va vous présenter Hublot, juste après. Et de mon côté, bonjour à tous, je suis Maxime Joly, je suis responsable avant-vente et partenariat chez Access. Alors quelques informations pratiques, donc le webinar qu'on anime aujourd'hui, il est enregistré, et vous aurez, à la suite de ce webinar, par le même mail que vous avez pu avoir pour vous inscrire, le mailing du replay, qui vous sera transmis automatiquement. Donc oui, vous pourrez avoir accès au support et au replay dans la foulée. Autre information pratique, vous verrez en bas à droite, vous avez, les, fonctionnalités qui vous permettent de communiquer avec nous. Donc certains sont déjà en train de s'en servir comme Denis. N'hésitez pas à les utiliser, c'est quelque chose qui se veut interactif, puisque, au-delà de vous présenter des choses et notre vision, on veut avant tout, bien comprendre vos besoins et puis, en parler ensemble. L'ordre du jour qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le suivant. Premièrement, on va se présenter rapidement pour que vous puissiez comprendre, pourquoi nous faire confiance. On verra ensuite pourquoi, ça vaut le coup de moderniser, votre système d'information patrimoine, pourquoi c'est stratégique. On vous donnera des pistes pour, savoir comment s'y prendre ou en tout cas notre vision à ce sujet-là et puis on verra, dans quel cas on peut vous aider, avec, la combinaison de nos solutions, la solution Hublot, de Flavien et la solution Nexia de notre équipe. Et puis bien sûr, on a prévu encore un petit temps d'échange à la fin, mais n'hésitez pas au fur et à mesure, à participer. Premier volet, pourquoi nous faire confiance? On commence, avec Access. Donc en quelques mots, Access est un expert de la dématérialisation des processus et documents, de l'habitat et puis de l'immobilier en général. On est 300 collaborateurs, on a fait 36 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'année dernière. Parmi nos clients, on a plus d'une centaine de bailleurs qui nous font confiance, depuis des années puisque ça fait, 20 ans maintenant, qu'on travaille dans l'habitat. On vous a mis quelques logos, de clients qui, nous sont fidèles et on les remercie, notamment, Côte d'Azur Habitat, FDI, Silène, Neolia et bien d'autres. Access, c'est, l'éditeur de la solution, Nexia. Donc Nexia, c'est un logiciel de dématérialisation des processus et des documents, qui a la particularité d'être non seulement en mode SaaS, mais d'être édité, intégré, donc mis en place et hébergé en France par les équipes d'Access. C'est un outil qu'on a co-construit, avec des bailleurs et qu'on continue à faire évoluer en co-construction avec nos clients. C'est une solution qui, a vocation à faciliter la gestion documentaire de nos clients, donc que ce soit sur, l'import et l'indexation efficace de documents, l'accès n'importe où, y compris en mobilité, faciliter le partage, ou au contraire la sécurité, de vos documents et puis, au fur et à mesure optimiser vos processus avec, des technologies comme de la data analyse et de l'IA. Voilà, c'est une solution qui est 100 française, simple à utiliser, qu'il est possible de personnaliser et sur lequel on vient embarquer, des technologies, d'avenir comme de l'intelligence artificielle ou des, technologies comme, du Java ou de l'Elasticsearch.
Je te laisse la main, Flavien. Oui, et donc Hublot, on est un logiciel SaaS, donc accessible en ligne. On va s'adresser aux ce qu'on qualifie souvent les professionnels immobiliers, donc souvent des gestionnaires immobiliers, aussi bien du parc privé, public, mais également associatif. Et l'objectif d'Hublot, c'est de proposer des interfaces très ergonomiques pour réaliser les actions classiques de la gestion locative, quittencement, contractualisation du bail, remontée de réclamation, et au travers de trois interfaces, une interface gestionnaire, une interface état des lieux et un portail locataire, en sachant qu'on est en marque blanche. Donc, même si vous aimez le petit chat que vous trouvez là, il est remplacé pour complètement adapter votre charte graphique. Et la société, donc on l'a cofondée avec Agathe, qui est ma cofondatrice, en 2020. Et aujourd'hui, on atteint un nouveau stade de développement. On connaît des croissances annuelles supérieures à 100%. On a atteint l'équilibre financier ce mois-ci et on prévoit une accélération assez importante sur 2025. Et Hublot, c'est de plus de 200 000 lots, même si la métrique, elle est un peu trompeuse puisqu'on va accompagner des acteurs du tertiaire comme Clépierre, donc qui raisonnent plutôt en mètres carrés. Mais aujourd'hui, on va accompagner des assez grands comptes avec des panels d'usage assez différents, donc aussi bien des approches portail de copropriétaires, centre commercial pour Clépierre, à des enjeux de résidence étudiante ou nos amis autour du logement social et également les hospices civils de Lyon, par exemple. Mais c'est le cas aussi pour des aménageurs publics comme Grand Paris Aménagement ou des collectivités locales. Euh, Je t'en prie. Je prends la main du coup. Merci Flavien. Alors en quoi Hublot et Nexia sont complémentaires, hein, quels sont les bénéfices à les associer? L'idée c'est ce que disait Flavien à l'instant, l'idée c'est de pouvoir bénéficier d'outils qui vont être intuitifs, connectés et qui seront évolutifs sur la durée, soit parce qu'on fera de la co-construction ensemble, soit parce que vous allez bénéficier de fonctionnalités qui seront mises à disposition au fur et à mesure. C'est s'appuyer sur des spécialistes du secteur immobilier, puisque on est tous les deux spécialisés sur ce domaine-là. On le verra, l'importance d'avoir des automatismes pour vous libérer du temps sur des choses qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée que de la saisie. C'est diffuser et pérenniser la connaissance du patrimoine. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important sur les activités de nos clients. Cette connaissance, il ne faut pas qu'elle se perde, il faut qu'elle puisse être pérennisée. Et donc, rien de tel que d'avoir des outils qui vous simplifient et qui systématisent les mises à jour. C'est un des thèmes qu'on abordera aujourd'hui assez longuement. Et puis, le dernier volet, c'est faciliter votre transformation durable, puisque c'est vraiment de l'actualité. Et puis, par ricochet, la qualité de service, puisque quand on se transforme, il y a toujours de la qualité à aller chercher au passage. Premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, pourquoi moderniser en 2025 cette partie de votre système d'information sur le volet patrimoine? Alors déjà, de quoi on parle? On parle de 6 composantes qui vont être complémentaires. On vous a synthétisé ça, hein, schématisé ça, avec les 6 principales briques dont vous avez besoin. C'est pas exhaustif évidemment. La première composante, c'est le référentiel de données. L'important, c'est que vous puissiez décrire de manière pertinente toutes les composantes de votre patrimoine en allant jusqu'aux équipements si ça fait partie de votre logique. Donc, c'est très important d'avoir ce volet-là puisque ça va conditionner tout le reste. Une fois qu'on a le référentiel de données, il faut aussi avoir le référentiel documentaire qui va avec, c'est-à-dire tous les diagnostics, tous les plans, tous les documents que vous pouvez avoir peut-être disséminés un petit peu partout aujourd'hui, dont parfois au format papier. Il faut pouvoir avoir un endroit qui facilite cet accès-là. Si jamais sur le parc immobilier que vous avez, au moins une partie est en gestion, pareil, dans votre SSI patrimonial, il faut pouvoir gérer de manière fluide toutes les entrées-sorties, la vie du bail, les réclamations, et cetera, et cetera. Donc c'est aussi ce volet-là. Après, si on se place d'un point de vue opération, tout ce qui va être le montage, les simulations, que ce soit financière ou un peu plus technique, doit être géré et y compris l'opération en tant que telle.
du début à la fin, en mode Gantt, doit être géré. Le 5e volet, c'est ce qu'on appelle l'entretien préventif ou curatif. Quand on parle de préventif, c'est tous les plans que vous pouvez faire sur votre volet stratégique pour prévoir ce que vous allez faire ou ne pas faire sur, votre parc. C'est, votre plan de stratégie patrimoniale, votre plan pluriannuel d'investissement, votre plan pluriannuel de travaux également. Donc le volet financier, le volet technique. Donc c'est la stratégie et après, dans l'exécution, c'est les différents bons de travaux, plutôt sur du curatif, quand vous avez des demandes d'intervention technique, par exemple. Et puis le dernier volet qui va avec et qui englobe un petit peu tout ça, c'est la gestion financière, de ce qui est fait sur votre parc, à la fois d'un point de vue comptable, mais ça peut aller également sur, de la demande d'achat, de la passation de commande ou, le traitement des factures qui vont avec. Donc de manière générale, votre SI patrimoine, il va pouvoir regrouper potentiellement, ces 6 composantes, qui doivent communiquer entre elles. Et on vous a mis donc l'exemple, de Coalia que tu connais, plutôt bien Flavien, puisque tu as travaillé sur ce projet-là, il me semble. Oui, oui. Et donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas Coalia, Coalia, c'est un acteur du logement en compagnie, hein, donc on va dire du milieu associatif, qui a un parc de plusieurs dizaines de milliers de lots, aussi bien en diffus qu'en bloc ou avec uniquement exploitants. Et donc, ils ont partagé un appel d'offres assez récemment autour justement de la plateforme patrimoine, donc du SI patrimoine. Et ce qui était intéressant avec ce cas-là, c'est que déjà, ça nous donne un exemple concret de quelle est la problématique aujourd'hui. Donc, on voit que par exemple, eux, leur schéma ici a beaucoup d'outils. Alors, j'en ai connu des pires, mais déjà un certain nombre, et avec une organisation où dans la manière dont ils positionnent le SI patrimoine, on voit qu'il est au cœur. Ça fait partie de l'appel d'offres, mais quand même, on voit que le SI patrimoine est mis au centre de l'ensemble des éléments, et on voit tout de suite quelle est l'importance du SI patrimoine. Le SI patrimoine va en fait faire un lien avec la partie financière. Donc, dans le cadre de Coalia, c'était relativement étonnamment SAP qui était en moteur financier. C'est le cas, je crois, d'autres acteurs, peut-être comme Adoma ou autres. Donc, il y a certains acteurs dans l'immobilier public qui ont ça. SAP est beaucoup plus présent dans l'immobilier privé. Sur les grandes foncières privées, c'est souvent SAP en moteur financier. Et après, on voit en fait que pour fonctionner, le SI patrimoine va aller récupérer des informations d'outils que je considère proches d'objets connectés. Donc, il y a des acteurs comme vous voyez DeepKeek, vous devez peut-être connaître, OCA, qui vont donc, eux, alimenter cette base patrimoine. Et ensuite, toutes ces données-là vont permettre de faire des actions métiers autour de la gestion locative, de la planification de travaux, etc. Et en fait, un des énormes enjeux aujourd'hui, c'est que une fois qu'on a posé ça, on ne sait pas qui ou où se trouve plus précisément le référentiel de données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle réellement un composant, qui est à la charge de quoi et comment ça s'organise. Et on voit qu'en fait, il y a aujourd'hui peut-être certainement trop d'éléments autour et que en fait les connexions se font mal. Dans la pratique aujourd'hui, euh, il y a en fait plusieurs bases patrimoine qui naviguent, souvent dans chacun des outils. Et il y a aujourd'hui, pour tout le monde, une énorme difficulté d'avoir une action qui se passe de A à Z de manière correcte. Si je prends un exemple vraiment classique, c'est je vais faire un état des lieux qui va constater qu'il faut changer des éléments. Bon, à la limite, ça peut passer sur des étapes suivantes, mais c'est assez rare qu'on a un phénomène qui fera en sorte que l'état des lieux permet de mettre à jour les composants du patrimoine, que cette information-là a bien été transitée au prestataire sur lequel on a un suivi des interventions pour permettre une remise en location assez rapide et que cette information-là va servir à enrichir toutes les suivis budgétaires et le plan pluriannuel de travaux. Exactement ce qu'a mentionné Maxime, c'est qu'on voit une des énormes difficultés, c'est qu'il y a beaucoup d'axes d'analyse. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a dit Maxime en introduction, c'est un sujet qui est entre guillemets un peu tendance, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs se positionnent. Et un autre exemple, c'était la région Réunion. Donc celui-ci, c'est un appel d'offres qui date un peu plus, plutôt sur le début d'année. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette analyse de cet appel d'offres, donc c'est une collectivité locale, donc un axe un tout petit peu différent. Par contre, ils ont traduit exactement, je pense, ce qu'on doit attendre
d'un projet de SI patrimoine. En quoi, en fait, c'est pas anecdotique et c'est beaucoup plus structurant. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une perte de temps immense à la recherche d'informations. Double saisie, on ne sait pas où ça se trouve, j'arrive à récolter et recoller un peu les petits bouts. On est aujourd'hui dans une difficulté sur le processus, l'efficience et la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'en multipliant les bases de données, on a en fait un équivalent de ce qu'on pourrait qualifier en anglais de shadow IT. En fait, les gens ont dans leur coin des choses à droite à gauche, des fichiers, des éléments qui traînent. Ce qui fait en sorte qu'on avait aussi un phénomène où chaque département avait recréé sa propre base pour travailler. Et un des énormes enjeux, c'est qu'il faut arriver à désiloter. C'est souvent d'ailleurs au travers des diagnostics qu'on constate ce problématique-là, c'est que les diagnostics, aussi bien énergétiques que autres, sont des informations où l'ensemble des départements en ont besoin pour réaliser leur action, mais c'est souvent une information qui est mal partagée et sur lequel, en fait, on se retrouve à dupliquer la même information et pas forcément, en plus, la mettre correctement à jour. Et après, bien évidemment, on arrive sur les vrais enjeux, entre guillemets, vrais enjeux, sous-entendu les enjeux financiers. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une donnée éparpillée et pas ce processus, ça fait en sorte que c'est pas évident qu'on soit les plus efficaces dans l'entretien du bâtiment, aussi bien de l'entretien prédictif que curatif, c'est-à-dire aussi bien poursuivre les interventions de contrat d'entretien d'une chaudière qu'aussi bien pour identifier les travaux pluriannuels d'éléments un peu plus lourds du patrimoine. Et enfin, quand on regarde un peu ce qu'on constate en termes de recommandations, donc recommandations, c'est bien un peu commissaire aux comptes, mais également sur la sphère publique, ce que pourrait faire l'Encoll en termes de recommandations. Donc l'Encoll, entre guillemets, c'est le gendarme qui va suivre. Aujourd'hui, il y a des interrogations sur le fait d'avoir une vraie capacité de suivre des processus, d'avoir des éléments identifiés. Encore plus, évidemment, quand on est un acteur qui est soumis à la commande publique et comment on s'assure qu'on arrive à correctement suivre les interventions des prestataires. Donc c'est un enjeu et souvent, je répète sans arrêt que dans la plupart des projets assez impactants qui nécessitent notamment de transformer des choses, la toute première étape, ça va être la brique de patrimoine avec la nécessité certainement côté bailleur, gestionnaire, de reprendre la main. Et si on essaye un peu d'imaginer, en fait, quelles seraient les raisons qui poussent à faire? Je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, mais il y en a quand même 3 bonnes raisons qui ajustent le fait d'insister sur cette thématique aujourd'hui. Un, la donnée dans l'immobilier est de piètre qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on compare l'immobilier à d'autres secteurs, la qualité de la donnée est quand même relative, avec notamment le fait d'arriver à avoir une fiabilisation pertinente. Deuxième élément, on voit que sur le traitement des interventions techniques et le lien avec la stratégie, c'est encore un peu perfectible. C'est-à-dire que si je rentre un peu dans le détail, il y a une amélioration possible, notamment sur tout le traitement de la réclamation, où aujourd'hui l'information redescend peu. C'est-à-dire que je constate quelque chose, même peut-être je vais le solutionner, mais cette information, elle n'est pas forcément retranscrite jusqu'au bout. Et surtout, arriver à faire en sorte de comment j'arrive à enrichir une approche financière pour arriver à suivre un peu mes budgets d'investissement. Et le dernier point, bah, c'est le principe de décilotage. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il est impératif d'arriver à trouver des moyens transversaux de partage d'informations pour une meilleure coordination et pour une meilleure efficacité. Hein. Savoir qu'un appartement est disponible, bah, ça nécessite d'être certain que les travaux ont été faits. Si on veut que les travaux aient été faits, il est nécessaire d'avoir eu un suivi assez précis des éléments le composant. Et ce qui fait en sorte que ça a des impacts relativement immédiats. Donc, c'est pas uniquement un projet de data. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a 3 choses qui permettent d'aller beaucoup plus vite avec cette approche-là. En fait, une meilleure donnée permet une meilleure décision. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus vite sur la prise de décision. En tout cas, on a plus d'éléments pour la prendre correctement. Il y a un vrai enjeu et un vrai levier d'économie qui peuvent s'entendre sur du temps gagné de traitement. Pas forcément des économies massives sur je gère mieux mon prestataire, mais c'est juste je perds moins de temps à faire des choses manuelles, à retrouver l'information.
Et de manière générale, on a quand même une efficacité et une sécurisation des processus un peu plus importants. Donc il y a des gains quantitatifs et qualitatifs à vouloir moderniser son SI. Bien évidemment, c'est pas un enjeu si facile, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses et justement, je pense qu'il y a pas mal de retours d'expérience et d'informations à avoir de comment gérer les projets. Il y a une question du coup de Mélissa qui nous demande comment le SI patrimoine s'inscrit dans une stratégie d'urbanisation globale du système d'information d'une organisation. Oui, alors c'est un donc mais moi j'ai découvert en fait le terme urbanisation il y a pas si longtemps. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'immobilier refont le schéma ici en essayant de définir qui fait quoi. Ce travail de définition de qui fait quoi, c'est un peu ce travail d'urbanisation, donc Mmh. quels sont les différents niveaux où se trouve l'information. Et le SI patrimoine est assez central dans cette démarche-là. Et souvent, ce qu'on constate en termes de tendance un tout petit peu, c'est que le SI patrimoine est la première chose sur laquelle les bailleurs vont s'intéresser. Et l'enchaînement va être quoi? Ça va être de dire, je m'aperçois qu'il faut certainement que j'ai un référentiel de données qui soit en dehors d'un outil tierce. Donc, c'est premier travail, c'est définir un peu son référentiel de données. Et deuxième chose, c'est de se dire, bah, en fait, je suis en train de parler données. Est-ce que je suis équipé en gestion de données? Et donc, souvent, ils vont créer une base de données. Alors, il y a des gens qui vont utiliser DataWare, Data Lake. Enfin, ils vont utiliser des termes autour de la data, mais juste pour dire que la donnée, ou en tout cas le référentiel, doit être stocké. Et ensuite, derrière ça, va souvent être mis des logiques de bus applicatifs. C'est-à-dire de se dire comment moi, je peux coordonner ces éléments-là. Et donc, pour répondre à la question, c'est que souvent, le SI patrimoine, ça va être la première brique étudiée et souvent mis en place dans le cadre d'une redéfinition d'une urbanisation là-dessus. Et évidemment, je dis ça sans être DSI. Donc j'ai ultra simplifié, mais en tout cas, c'est un peu la perception qu'on a avec les échanges. Et c'est vrai aussi bien d'acteurs du privé ou du public, hein. C'est vraiment, je pense que là, c'est clairement une thématique qui n'est pas du tout imprégné par une réglementation haute, c'est vraiment sectoriellement où on s'aperçoit que dans l'immobilier, il y a un enjeu de connaissance du patrimoine qui était aujourd'hui trop parcellaire et une perception en disant, mais en fait, le patrimoine, c'est ce qui déclenche à peu près tout. Merci Flavien. Alors on aura probablement une nouvelle question puisque Denis est en train de taper. Juste le laisser finir. Puis après on reprendra sur comment s'y prendre pour que vos équipes en bénéficient parce que c'est la question suivante. On a vu que c'était stratégique. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Après, la question, ça va être comment s'y prendre. On va rentrer sur ce sujet-là, puis on verra les questions qui Et vont j'aime bien que tu venir. as mis la pression sur Denis. Ah voilà. Voilà, désolé Denis, on ne voulait pas vous mettre la pression. Donc, la question remarque de Denis, les bailleurs ont deux métiers, gestion de patrimoine et gestion locative, avec un référentiel patrimonial partagé entre eux. Le plus simple n'est-il pas d'avoir au cœur du SI une solution qui couvre les deux? Donc, Qu'est-ce que tu en alors, penses, Flavien? bah, je pourrais répondre oui avec Hublot. Donc la réponse est oui, mais étonnamment, je suis pas sûr qu'il faut raisonner au tout début une solution tierce logicielle. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, dans l'élément du travail, je pense qu'il est vraiment impératif qu'il y ait un travail sur les référentiels patrimoine, parce qu'en fait, je parle beaucoup de référentiel patrimoine, mais il y a aussi référentiel contrat de location, il y a Mmh. référentiel locataire. Donc pour moi, il y a un travail, et là plutôt côté bailleur, de définir quel est leur référentiel. Et pour moi, il faut que ce soit un référentiel qui soit en dehors d'un outil, si possible. Et par contre, là où vous avez raison, c'est que, et c'est aussi pour ça qu'on a positionné Hublot, pour moi, sur le patrimoine et la gestion locative, les deux sont très liés. Par contre, ce qui est hyper important de définir, c'est qu'est-ce qu'on appelle la gestion de patrimoine et même qu'est-ce qu'on appelle la gestion locative. Parce qu'évidemment, c'est dans les détails qu'il y a toute la problématique. Si je vais un peu plus loin, euh, qu'est-ce qu'on appelle la GMAO, qu'est-ce que c'est que la BIM, le BIM. Donc en fait, tous les autres termes qu'on a un peu autour, la question est toujours de savoir si on considère que c'est cœur
dans la gestion de patrimoine ou non. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, Denis, je le réinverse. C'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas un outil de gestion locative qui peut faire son autre travail sans faire une partie de la gestion de patrimoine. Donc pour moi, la gestion locative, elle doit impérativement s'appuyer sur un patrimoine commun qui est géré pour la partie patrimoine. Et si j'étaye un peu plus mon propos, pour moi, la gestion de patrimoine, ça dépend quel est l'objectif. Est-ce qu'on est sur des thématiques de cycle foncier, par exemple? C'est-à-dire de se dire que quand je parle d'une plateforme patrimoine, c'est une plateforme qui en fait regroupe tous les composants, tous les plans, et a une capacité de décision financière avec de l'open data, donc des choses assez riches, ou plus spécifique, en mode en fait, non, quand je dis gestion de patrimoine, je cherche un outil de GMAO, ou plus simple, c'est là où ça rentre dans le détail. Mais par contre, euh, je suis l'un des plus grands ardents défenseurs de l'approche best of breed, c'est-à-dire de faire connecter des outils. Mais je pense qu'il faut faire quand même attention d'éviter de démultiplier les interfaces et les outils. Donc il y a un juste équilibre à trouver là-dessus. Et j'aurais plutôt dit que pour moi, c'est deux référentiels qui cohabitent, même plusieurs. C'est-à-dire que si donc Denis a posé la question de savoir est-ce que le référentiel maître patrimonial serait donc celui de la gestion locative. Moi, j'aurais perçu en ayant un référentiel patrimoine, donc qui inclut tous les composants. Donc, quel est le niveau? Est-ce que le niveau le plus fin, c'est ce que j'appelle un lot? Est-ce que c'est une cave? Comment je structure un tout petit peu ces éléments-là? Est-ce que j'ai des tombes avec des jardins du souvenir autres? Donc, vraiment aller dans des détails assez précis. Et quels sont les composants que je veux rattacher? Et à côté de ça, j'ai besoin d'avoir ma base locataire, voire ma base candidat réservataire, hein, c'est avec des Ça appellations. va avec, ouais. Je peux avoir ma base fournisseur, je peux avoir ma base contrat. Et ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt la gestion locative va avoir besoin de plusieurs bases, dont la base patrimoine. Mais pour moi, c'est des bases quand même vraiment séparées en termes d'information. Parfait. Écoute, merci Flavien pour ces précisions. Merci à vous pour vos questions. Je vous propose qu'on passe à la deuxième thématique, parce qu'il faut qu'on j'essaie de garder le timing quand même. Comment s'y prendre pour que vos équipes en bénéficient? On a vu le volet, on a vu que c'était stratégique pour vous. Alors on vous a fait 2 thématiques, c'est, les choses à pas faire, les choses à faire et puis, quelques pistes pour alimenter votre feuille de route. Sur les choses à pas faire, on vous a mis un peu le top 3 de ce qu'il ne faut pas faire sur la base de ce qu'on a pu voir et de ce que nos clients nous ont remonté. Le premier point, c'est la tentation de répliquer votre fonctionnement existant. Alors clairement, tout n'est pas à jeter, on est bien d'accord, vous avez des bonnes pratiques qu'il faut conserver. Par contre, nous, notre conviction, c'est que tout n'est pas répliqué à l'identique non plus. Potentiellement, vous avez des gisements d'optimisation à aller chercher et ça passera forcément par un questionnement ou re-questionnement de comment vous travaillez aujourd'hui. D'accord? Donc, gardez bien sûr les bonnes pratiques, mais ne dupliquez pas. Par exemple, nous, on voit souvent hein, des clients qui veulent reproduire à l'identique ce qu'ils ont fait sur papier pendant des années, le mettre dans un outil et dire on verra après. Souvent, ça se passe pas très bien, donc clairement, on vous recommande de ne pas le faire. Le deuxième volet, ça fait une bonne suite hein, à ce que tu disais, Flavien, par rapport au modèle best of breed. C'est la tentation de vouloir un outil qui fait tout. Alors clairement, il ne faut pas démultiplier les outils. Hein, on a conscience de ça. On pense que rationaliser le nombre d'outils que vous avez, ça a du sens. Par contre, c'est clairement assez difficile de trouver un outil qui fera tout bien, surtout s'il a un périmètre fonctionnel qui est assez étendu. Pendant des années, hein, il y avait cette tentation de l'ERP monolithique qui fait un peu tout et assez souvent, bah, il a des lacunes sur certaines fonctionnalités, ce qui est bien normal. Nous, ce qu'on vous préconise, c'est plutôt de combiner plusieurs outils clés, mais par contre qui communiquent bien entre eux, notamment avec des API. Donc ça veut déjà dire, si c'est un outil qui a des API, qui est relativement moderne. Et le troisième volet, c'est de ne pas impliquer les métiers concernés. Parfois, ça part d'une bonne intention en se disant je ne vais pas les sursolliciter. Par contre, pour nous, il faut vraiment les faire participer au recueil de besoins parce que ça vous permettra d'avoir quelque chose qui est quand même assez ancré dans
dans le terrain et l'opérationnel. Et il faut vraiment les associer au choix de ce que demain ils vont utiliser, parce que c'est ça qui permettra une vraie adoption de l'outil et faire en sorte qu'il soit utilisé. On a trop souvent vu des outils qui ont été choisis à un moment donné sur une volonté de la direction, où les utilisateurs finaux, ou en tout cas un panel d'entre eux, n'ont pas du tout été sollicités. À la fin, c'est des outils qui ne sont pas utilisés, ce qui est quand même dommage quand on fait des investissements. Les choses à faire, Flavien. Et oui, pour prendre un peu ce qu'on a constaté comme étant les bonnes pratiques, c'est vraiment prendre le temps pour définir le référentiel patrimoine. Et ce que je veux dire, c'est que un des enjeux, c'est évidemment d'éviter les régressions, c'est-à-dire de se dire comment je peux faire en sorte que aujourd'hui ma vision, je peux la retrouver telle quelle, mais je pense qu'il ne faut pas répliquer exactement ce qui est aussi perçu aujourd'hui. Il y a des optimisations à faire, il y a des réflexions nouvelles, il y a plein de thématiques à avoir. Et notamment, je pense que si vous aviez un outil existant assez ancien, je suis pas sûr que la structure de sa base est vraiment le point de départ le plus pertinent pour la suite. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail de remise à plat un peu de cette donnée patrimoine et de cette réflexion-là. Deuxième chose, il y a quelque chose qui est souvent mis de côté, c'est la notion de comment je mets à jour l'information. Donc, je viens du secteur bancaire. Dans le secteur bancaire, cette thématique-là, c'est ce qu'on appelle la différence entre le contrôle périodique et le contrôle permanent. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle périodique, c'est de temps en temps, je vérifie. Et le contrôle permanent, c'est comment je mets en place un élément qui fait du contrôle un peu en continu pour vérifier la qualité de la donnée. Et c'est vrai que, par exemple, j'avoue que je suis toujours perplexe quand je vois un outil d'état des lieux qui fondamentalement ne va pas mettre à jour le vrai référentiel patrimoine, par exemple. C'est peut-être le cas de chez toutes les personnes qui nous écoutent, hein. Mais par exemple, ça, l'état des lieux, c'est le moment clé où la personne rentre dans le logement ou dans les parties et va faire une action. Ça devrait être un élément assez clé pour mettre à jour l'information. Et souvent, ça fait en sorte que quand on n'a pas réfléchi à comment je mets à jour l'information, c'est là où on se retrouve avec duplication des bases et une donnée qui perd en qualité au fur et à mesure. Et le dernier point, ça c'est un cas classique de gestion de projet, mais je pense que c'est hyper important. Je pense qu'il faut toujours voir dans la gestion de projet comment on peut, si possible, déployer des petites briques ou des bouts. C'est-à-dire que je pense que c'est toujours très problématique d'avoir une gestion de projet qui fait un livrable à un instant T de la totalité sans avoir pu montrer une dynamique projet, puisqu'en fait, sinon, ça s'essouffle un peu, on a l'impression que ça arrive jamais, et c'est pas certain qu'en plus, on n'aurait pas pu délivrer de la valeur au préalable. Donc, je le dis, c'est-à-dire que on peut identifier, comme je vous l'ai dit, des endroits où il y a déjà une problématique et on peut ensuite aller zoomer sur, en fait, mon enjeu, c'est la réclamation, mon enjeu, c'est l'état des lieux, mon enjeu, c'est le plan pluriannuel de travaux, c'est-à-dire d'aller sur des choses certainement beaucoup plus concrètes et réduites avant d'imaginer d'avoir un outil qui va avoir un scope trop important. Je pense qu'il faut vraiment aller sur des choses où tous les 3-6 mois, on déploie quelque chose. Et je crois que d'ailleurs que Maxime, tu as un exemple un peu de calendrier possible de projet. Tout à fait. Merci pour la transition. Alors effectivement, pour vous aider à vous projeter, on vous a proposé quelques éléments pour alimenter votre feuille de route pour l'année prochaine. On est déjà en décembre, donc elle sera bientôt, on y sera bientôt sur ce mois de janvier. Ce qu'on vous préconise, c'est de bien mettre à plat, cadrer, prioriser vos besoins dès le début de l'année. C'est notamment définir le niveau de granulométrie dont vous avez réellement besoin sur votre référentiel patrimonial. C'est commencer à réfléchir à l'organisation que vous pouvez mettre en place pour que cette mise à jour elle soit systématisée. Est-ce que c'est à chaque fois qu'il y a un état des lieux, en profiter pour faire cette mise à jour-là? Est-ce qu'il faut faire des campagnes de mise à jour également plus ponctuelles pour rattraper peut-être une connaissance qui ne serait pas encore dématérialisée? Et puis, c'est prioriser le périmètre à déployer. Ce que disait Flavien à l'instant, effectivement, c'est bien de montrer des résultats rapides et c'est aussi de ne pas brûler les étapes.
parce que nous, on voit souvent des bailleurs qui, par exemple, veulent faire du BIM dès le départ, alors que bien sûr, c'est un sujet qui est intéressant et qui peut vous apporter de la valeur à plus long terme. Par contre, déjà, il y a peut-être un enjeu d'avoir un référentiel patrimonial qui est à jour, qui est centralisé, de centraliser également tous les documents que vous pouvez avoir à droite et à gauche aujourd'hui et qui seraient intéressants d'avoir pour vos équipes, que ce soit des diags, des plans ou autres, et qui sont encore assez souvent dans des armoires aujourd'hui. Bah, bien sûr, le BIM, c'est intéressant, mais peut-être qu'il faut faire ces chantiers-là avant. Donc, intéressant de prioriser aussi, parce que vous ne pourrez pas tout faire, en tout cas à court terme. Le deuxième volet, alors ça peut être Mars, mais ça peut être en gros quand vous serez prêt, c'est de solliciter des partenaires potentiels qui peuvent vous accompagner là-dessus. Il y a plein de choses, on l'a vu, hein, dans un SI patrimonial. Si vous deviez vous concentrer sur 2 volets, ce serait à minima, votre outil de référentiel et de gestion du patrimoine, soit envisager un nouveau, soit faire évoluer celui que vous avez aujourd'hui. Même chose sur l'outil de gestion documentaire puisqu'il est étroitement lié, au premier. C'est vraiment votre gestion, sa mémoire, son référentiel et puis, son pendant, sur le volet documentaire. Et puis, si besoin, si vous avez d'autres besoins sur de la gestion d'opérations ou autre, faudra prévoir également, des périmètres complémentaires. Et puis en milieu d'année ou en tout cas, en fonction des besoins, ce qu'on vous propose, c'est un déploiement plutôt progressif, en commençant par vraiment, l'outil ou en tout cas, le référentiel, de données patrimoniales, parce que c'est ce qui va conditionner tout le reste. L'outil qui va sécuriser sa gestion, et le faire de manière ergonomique. Venir compléter avec, l'outil de gestion documentaire qui va, s'y connecter, donc plutôt une solution qui communique bien et qui est apaisée et puis à long terme, venir, étoffer tout ça. Alors, avant de passer à, la question, dans quel cas Hublot et Nexia peuvent vous aider, on avait, une nouvelle question de Mélissa. On va la traiter maintenant. Quelle est la place de l'open data dans l'enrichissement et l'exploitation des données patrimoniales? C'est une question qui a souvent en particulier dès qu'on s'oriente sur des thématiques de prise de décision liées au patrimoine. Donc l'open data, dans une base publique et accessible qui est très très riche. Aujourd'hui, il y a des choses assez intéressantes qui peuvent donner des enrichissements sur le quartier, sur des choses de valeur, sur des éléments de diagnostic, comme les bases sont aujourd'hui publiques. Donc je pense qu'elle est très intéressante, mais j'ai tendance à imaginer qu'elle arrive dans un second temps. Là, pour moi, c'est un exemple concret d'un risque de projet. C'est-à-dire que on peut très bien commencer à lister énormément d'attributs qu'on veut sur le patrimoine. Je pense que c'est bien de les avoir en tête. Mais par contre, à la fin, si je peux déjà avoir un patrimoine où j'ai mes contrats, mes équipements sont corrects et j'ai des informations de base, pour moi, c'est une première étape. Et c'est ça où je pense que il y a une vraie nécessité, c'est d'arriver sur des exemples plus concrets en se donnant la perspective d'aller un peu plus loin. Je me permets de faire un parallèle avec un autre sujet que je vois beaucoup. Je l'ai beaucoup sur le portail locataire aussi. Assez souvent, on va me parler d'un portail locataire, on va me dire, ah bah, j'aimerais bien que la personne fasse ceci, fasse cela, que ça fasse ça, je vais mettre les enquêtes SLS, OPS, etc. Et ça, je suis certain que c'est les visions cibles. Par contre, dans une V1, on veut que ça arrive très vite, donc on veut un portail locataire qui soit déployé très rapidement, et à la fin, on veut que le locataire il puisse payer et récupérer ses infos. Et ça, c'est déjà deux assez gros éléments assez importants. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à décomposer, c'est identifier les éléments et les éléments de données indispensables en activité et ce qui permettrait ensuite d'aller un peu plus loin. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont tout à fait accessibles, qui sont pas techniquement incohérents. Par contre, il y a une vraie question ensuite d'ergonomie. C'est une fois qu'on met à disposition d'un utilisateur beaucoup d'informations, il faut arriver à ce que ce soit correctement trié. Je suis bien d'accord avec toi, Flavien, là-dessus. Et typiquement, quand on parlait de bien définir votre référentiel patrimonial cible, n'hésitez pas à être ambitieux sur ce que vous voulez avoir et ce dont vous avez besoin, mais soyez aussi conscient que ça va mettre du temps.
surtout si vous voulez aller à un niveau de détail qui est hyper fin. Et donc, encore une fois, sur cette logique de petites victoires, c'est important de déjà centraliser et constituer une partie de votre base, au moins ce que vous avez déjà, au moins ce qui est facile à collecter pour le mettre à disposition rapidement. Et après, le jour où vous aurez la marque de chaque serrure, quand ça a été changé, etc., sur des choses assez pointues, assez compliquées peut-être à aller chercher, vous viendrez les mettre à jour au fur et à mesure, mais essayez pas de faire parfait dès le départ, puisque sinon, vous avez passé 3 ans à faire de la collecte de données et vos équipes en verront pas la couleur tout de suite, ce qui est un peu dommage. Donc, pensez petites victoires rapidement, ça vous aidera à démarrer le projet, à apporter de la valeur aux équipes. Voilà, en tout cas, on espère que ça a répondu à votre question, Mélissa. On va continuer sur une autre thématique. C'était dans quel cas Hublot et Nexia peuvent vous aider. On vous a mis quelques thèmes et quelques illustrations. Évidemment, c'est pas exhaustif. Alors, quelques cas d'usage, on peut vous aider effectivement à bâtir un référentiel unique, un référentiel métier dans votre outil de gestion, par exemple avec Hublot, le référentiel documentaire dans Nexia, à systématiser les mises à jour avec des outils qui sont ergonomiques et sur lesquels il y a pas mal d'automatisation qui sont possibles. Et puis, on va vous aider également à donner de la visibilité aux équipes à travers des tableaux de bord et des alertes qu'on embarque dans les deux outils. Si on prend le premier cas d'usage, bâtir un référentiel unique, comment on pourrait gérer ça? On a bien vu votre question, Anthony, on va la traiter juste après. Cas d'usage numéro 1, bâtir un référentiel unique. Un exemple avec Hublot, je te laisse en parler, Flavien. Ouais, un des enjeux sur le patrimoine, c'est comment j'arrive à représenter dans l'outil le patrimoine qu'on veut. Et donc, dans la démarche du Hublot, mais qui doit être vrai dans pas mal d'autres outils, c'est arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir une phase de paramétrage pour que je puisse, au départ du projet, identifier la manière dont je veux le structurer. Et surtout, ce qui me permet ensuite d'avoir des sortes de templates que je peux utiliser dès que j'ai un nouvel élément, donc de gagner du temps aujourd'hui dans la manière d'introduire un élément, et ensuite d'avoir la possibilité de visualiser ces informations-là, et au travers d'un outil un peu ergonomique. Donc, par exemple, si je partage mon écran rapidement, donc côté Hublot, comme ça vous voyez à quoi ressemble Hublot, vous pouvez définir des paramètres. Là, je peux décider que pour la démo, j'en sais rien, je rajoute un Tipeee. Je rajoute un Tipeee, je l'active et je peux ensuite le faire à l'infini sur pas mal de niveaux, avec des niveaux aussi bien avec des modèles, en disant en fait je définis dans mon outil un modèle qui ressemble à un appartement, et aussi avec des capacités de faire des labellisations. Et on voit que nous, côté Hublot, on a la chance d'avoir des clients avec des profils parfois un peu différents, et on s'aperçoit qu'en fait tout le monde a à peu près le même enjeu. C'est que par exemple, comment je peux répliquer dans mon patrimoine une logique un peu personnelle, c'est-à-dire liée à l'organisation sur les gestions. Donc la manière de, j'appelle un dispositif de telle manière, moi je veux structurer les chambres de bonnes femmes, des chambres de bonnes hommes ou des choses comme ça, et que je le retrouve instantanément. Et avec ensuite cette capacité derrière d'avoir une visualisation un peu agréable de l'information, et d'avoir quand même une capacité où je peux aller assez loin dans cette visualisation d'information, et toujours cette capacité de clic et d'aller dans le détail. Et ça, pour moi, cette phase-là, ce paramétrage, il est indispensable, parce que c'est ce qui va permettre d'être certain qu'ensuite, dans le déroulé du projet, on arrive à avoir les informations telles qu'on veut la structurer. Peut-être, Maxime, tu veux reprendre la main? Je vais reprendre la main. J'étais juste en train de répondre à Anthony qui nous demandait comment s'intègrent du coup nos solutions quand La on majeure partie, dispose ouais. déjà d'un ERP, ouais. Alors, évidemment, une des difficultés dans le logement social, mais c'est vrai dans d'autres segments, c'est que il y a un enfermement des acteurs avec leur outil actuel, donc on appelle ERP. Enfermement veut dire que en fait, on est obligé de passer par eux, et il y a une faible capacité d'écriture dans les bases et même de récupération d'informations. Donc les gens se sont un peu bloqués.
Et donc, comment ça se traite concrètement? Soit on fait des projets qui sont complètement satellitaires et sur lequel en fait il y a un échange d'informations qui est très peu par API, mais qui est par fichier plat ou autre. Donc c'est le cas quand vous mettez en place un état des lieux, un portail locataire. Mais sinon, en fait, ma recommandation et comment ça s'intègre avec les ERP, c'est qu'il faut que le bailleur ait mis en place, on pourrait qualifier un middleware ou autre, c'est-à-dire que côté bailleur, on ait défini un endroit où le bailleur va récupérer les informations de son ERP et va pouvoir ensuite lui renvoyer ces éléments-là, en sachant que malheureusement, en fonction des versions et des éditeurs que vous avez, c'est très compliqué parfois de renvoyer de l'information. Et donc, c'est pour ça que pour certains projets, on peut utiliser de la RPA, par exemple. La RPA, c'est un acronyme anglais juste pour indiquer qu'on va répliquer l'action humaine au travers d'un robot pour saisir. L'exemple que j'ai le plus classique, c'est aujourd'hui, il est très difficile de remonter dans un ERP une intervention et tout le chaînage qu'emmène un bon de travaux. Donc souvent, par exemple, vous avez un outil qui est ultra bien, qui dit, ah bah tiens, il y a un problème de chaudière ou il y a un problème dans les parties communes. Cette information-là remonte, mais pour ensuite qu'elle suive le process classique de bon de commande, etc., et surtout qu'il puisse donc être inscrit dans votre ERP, bah souvent, ça va être fait avec un petit robot qui va ouvrir l'écran et qui va taper l'information. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on va en fait contourner plutôt le RP que de l'intégrer. J'ai bon espoir que les éditeurs s'ouvrent et j'ai bon espoir que les clients continuent de gueuler pour en fait obliger à ouvrir les éléments. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on est plus sur des logiques de solutions de contournement que d'éléments mirifiques avec les ERP. En tout cas, c'est le cas pour la partie gestion locative ou patrimoine. C'est beaucoup moins le cas pour des produits comme Access ou Nexia, donc en particulier, où là, la base documentaire et la GED a quand même été très tôt compris comme étant un bloc complémentaire. Donc, j'ai aussi bon espoir que ce qui avait été fait autour de la GED soit possible sur d'autres actions métiers pour l'immobilier. Ok. Merci Flavien. Et une dernière question, après on va enchaîner. Question de Mélissa, est-ce qu'on peut partager des exemples concrets où l'implémentation d'un SI patrimoine a permis d'améliorer la gestion du parc immobilier? Est-ce que tu as des exemples de ton côté? Ouais. Ouais, en fait, le point qu'aujourd'hui j'ai beaucoup qui paraît anecdotique, c'est les diagnostics. Parce qu'en fait, aujourd'hui, donc il y a des outils, Diaginfo, etc. Je pense que c'était pas mal. Mais en fait, dans la pratique, il n'y a pas aujourd'hui de base centralisée qui permet d'avoir une vision un peu simplifiée. Et donc, le point, c'est des diagnostics sont réalisés, sauf qu'elles peuvent être réalisées à plusieurs niveaux dans l'organisation et que cette donnée, elle n'est pas forcément vérifiée complètement. Et la date, notamment, n'est pas forcément indiquée d'expiration, ce qui fait en sorte que concrètement, on a déjà eu beaucoup de clients où, pour le même lot, plusieurs diagnostics ont été commandés, soit par des départements, soit par des choses, par des personnes un peu différentes. Et donc ça, un exemple concret, c'est on peut améliorer la gestion du parc en partant, par exemple, sur un élément qui est le diagnostic. Et le second point, c'est la base patrimoine pour juste visualiser correctement son parc et avoir ces éléments de contrat. Donc, c'est plutôt sur une base de visualisation. Parfait. Merci Flavien. Je vais enchaîner parce que l'heure tourne. Donc du coup, sur cette notion de référentiel unique, on l'a vu, on a le volet côté patrimoine. L'idée, c'est de pouvoir également récupérer tous les documents qui concernent ce patrimoine-là, avec en haut sur la gauche, vous allez retrouver toutes les informations de la fiche de votre patrimoine, la possibilité de naviguer entre les différents niveaux, que ce soit groupe, bâtiment, escalier, parking, etc., etc. Et sur la droite, de retrouver assez facilement tous les documents qui vont y être associés. Au-delà de votre référentiel métier, c'est avoir associé le référentiel documentaire qui va avec. Et quand on parle de référentiel documentaire, ça peut être aussi bien les documents du marché de votre prestataire que les baux, que tous les bons de travaux, etc., etc. Tout ce que vous pourriez avoir besoin, diagnostic, plan et compagnie. Après, les possibilités sont assez importantes.
Donc on l'a vu, là, on peut vous accompagner sur la possibilité d'avoir un référentiel à la fois métier et documentaire qui est accessible, partagé et beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Sur le deuxième cas, on avait la systématisation des mises à jour. Est-ce que tu veux en parler, Flavien? Oui, ça revenait sur ce que je vous avais dit en contrôle périodique ou permanent. En fait, l'exemple le plus classique, c'est donc le fameux état des lieux. Donc, en fait, j'ai quelqu'un qui intervient sur le patrimoine en proximité. Donc, j'ai envie que cette personne, elle puisse mettre à jour les informations. Et j'ai envie que cette donnée-là, elle aille dans deux actions. Elle aille dans le dossier de location, parce qu'en fait, on a envie de mettre à jour, il y a besoin de l'état des lieux pour suivre sa location. Mais je veux que cette information-là alimente aussi des éléments plus patrimoine et notamment les composants. Aussi bien les composants d'un point de vue pièce que privatif que collectif. Et ça, c'est qu'un exemple. Évidemment, on pourrait le dupliquer sur des éléments sur les parties communes, on peut le dépliquer sur des interventions liées à une réclamation. C'est juste d'expliquer que le point le plus important, je pense, dans la démarche, c'est d'essayer d'identifier quels sont les moments clés où il va y avoir une action sur le patrimoine et qu'au travers de cette action, je veux absolument m'assurer que la donnée n'est pas perdue, mais elle se remet à jour dans ces éléments du composant. Et évidemment, l'enjeu, c'est comment je démultiplie néanmoins pas les interfaces et comment je synchronise ces informations. Mais en tout cas, c'est un des points où je pense qu'il faut vraiment ne jamais oublier l'enjeu de systématiser les mises à jour de l'information. C'est-à-dire pas imaginer que je mets en place un truc et ça va vivre tout seul. Il faut être identifié à quel moment. Et c'est pour ça que l'ergonomie est hyper importante. Je pense que l'ergonomie, elle est vraiment indispensable, en particulier si on imagine que la mise à jour est faite par des gens en proximité sur mobile. En fait, il faut des trucs vraiment bien travaillés. Parfait. Du coup, sur cette logique de systématisation des mises à jour, c'est également le cas au niveau des documents. Donc l'idée, c'est de pouvoir importer vos documents facilement dans votre base documentaire. Par exemple, les états des lieux dont parlait Flavien, l'idée, c'est qu'une fois que l'état des lieux a été fait, il puisse être importé automatiquement dans votre base documentaire via des API, via d'autres manières de communiquer avec votre système d'information, y compris des dépôts sur des serveurs FTP si c'est votre diagnostiqueur qui vous le dépose. Également, l'idée, c'est de permettre à vos utilisateurs de faire des dépôts, y compris multiples, pour importer facilement les documents, que ce ne soit pas une corvée. On parlait beaucoup des diagnostics tout à l'heure. L'idée, c'est de permettre de non seulement déposer des documents, mais aussi pouvoir les indexer, donc les qualifier de manière efficace. Nous, typiquement, ça fait partie des fonctionnalités qu'on a et qu'on a retravaillé avec de l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'importer, de séparer automatiquement ces documents, de venir capturer toutes les informations clés qui sont dessus, notamment les dates de début, dates de fin de validité, les notes énergétiques et également le numéro ADEME, pourquoi pas. Une fois que c'est importé, indexé, il faut pouvoir les classer facilement et le meilleur moyen, c'est de le faire automatiquement. Et c'est ce que fait Nexia pour que vous puissiez restituer à la fois le document et les informations clés qui vont avec. Et puisque c'est importé facilement, indexé facilement et classé tout seul, c'est d'ores et déjà exploitable et donc facile à trouver. Au niveau de cette systématisation des mises à jour, il y avait également les DPE, mais plutôt côté Hublot. Je te laisse en parler, Flavien. Oui, c'est toujours la même logique, c'est qu'il faut toujours alterner les deux visions. On a besoin d'avoir une vision très patrimoine où en fait je veux voir un peu tous les lots et je veux avoir des filtres associés. Éventuellement, je peux associer d'autres attributs pour voir les éléments. Donc un premier élément où le DPE va servir côté patrimoine et le deuxième où en fait j'en ai besoin dans le dossier de location. Et c'est pour moi un élément où ça rejoint un tout petit peu le point de Denis tout à l'heure, c'est que je pense que l'information, elle doit être liée, c'est-à-dire que la gestion locative et la gestion de patrimoine, en tout cas par exemple sur les DPE, doit être
portées par la même plateforme, puisqu'en fait, cette même information est utile pour des cas différents, mais parfois ça va être la même personne parce que un gestionnaire, il a plusieurs dossiers de location, donc il aura envie d'avoir cette capacité de filtre sur les lots sur plusieurs éléments. Et très important de toujours travailler aussi quand même la visualisation de l'information et d'avoir quelque chose qui très rapidement ressemble plus à un outil des années 2020 qu'à un outil des années 80 en termes de présentation de l'information. Tout à fait. Et donc dans cette logique, on vous a mis quelques exemples d'échanges possibles entre Hublot et Nexia pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Les principaux flux, c'est évidemment les synchronisations de référentiels, c'est-à-dire la description de votre patrimoine qui sera dans Hublot, y compris référentiel du patrimoine, référentiel des contrats également, donc c'est les numéros de contrat, les dates, tout ce qui peut permettre de les identifier. Même chose pour les locataires si vous faites de la gestion locative, c'est de les restituer pour que ça puisse alimenter la fiche qu'on a vue tout à l'heure, qui est à gauche de l'écran et sur lequel on va retrouver sur la droite tous les documents associés. Pour que vous n'ayez pas besoin de ressaisir tout ça, on vient synchroniser automatiquement pour pouvoir en bénéficier dans Nexia. Même principe sur les documents qui seraient générés par Hublot, on est capable de les récupérer pour pouvoir les utiliser dans Nexia de manière fluide, sans effort. Même chose quand ils sont, au-delà d'être générés, quand ils sont mis à jour. Par exemple, si vous mettez à jour le statut de votre bail, par exemple, c'est des choses qu'on sera capable de récupérer. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, puisqu'on l'a vu, c'est important de pouvoir communiquer et d'avoir une fluidité d'accès à l'information. Donc quand on met à jour un document dans Nexia, on est capable de le pousser également via nos API pour que ce soit le cas également dans Hublot, et avec une navigation facile entre les deux outils, avec ce qu'on appelle des appels d'écran, qui permettent de passer de l'un à l'autre de manière assez facile pour que vos équipes n'aient pas à choisir si elles veulent utiliser leurs documents dans Hublot ou dans Nexia. Les deux sont possibles. L'important, c'est d'avoir un référentiel documentaire qui va être à jour, centralisé et partagé. Et ça veut dire que pour moi, les enjeux, hein, quand au final on essaie de réaliser quels sont les points clés, je pense que il y a donc un travail en interne. Donc ça peut être aussi d'accompagner sur toujours ce sujet de référentiel et ce que je veux faire. Je pense que ça c'est un point assez important, et en évitant d'avoir un cahier des charges à la Prévert ou essayer d'aller sur des trucs trop complexes au début. Deuxième chose, je pense qu'on vient de le montrer, l'enjeu c'est en fait la connexion. C'est pas tant l'outil, hein, c'est la connexion. Donc évidemment, il y a des outils qui favorisent la connexion, mais dans le fond, c'est vraiment comment on se connecte. Ce qui fait dire que le troisième cas, c'est aussi en fait, est-ce que les solutions partagent la même vision éventuellement du marché ou de la collaboration. C'est-à-dire que je crois beaucoup au fait qu'on va arriver à de plus en plus d'écosystèmes de solutions, c'est-à-dire des acteurs qui veulent et travaillent ensemble pour essayer d'apporter. C'est toute cette notion de co-conception, etc. Et je pense que ça, c'est aussi une démarche assez importante. Je le répète sans arrêt, je ne crois pas du tout à une solution qui serait exceptionnelle, à une notion de chevalier blanc. Je pense que c'est illusoire d'imaginer qu'il y a un outil qui serait au-dessus de tout et qui serait beaucoup mieux. Je pense que la démarche, c'est plutôt d'identifier est-ce qu'on a un état d'esprit commun, et est-ce que l'outil, dans son état d'esprit, dans ses connexions, va répondre à votre besoin. Mais c'est pour ça que je relativise toujours la concurrence et autres. Il y a des outils très bien, honnêtement, très bien adaptés. La question, c'est est-ce que ces outils-là répondent à vos enjeux. Et c'est ça qui nous intéresse, je pense, en tout cas moi, ce qui m'intéresse Oui. beaucoup, notamment avec le projet Hublot, c'est en fait d'arriver à faire émerger des discussions un peu différentes de celles qui ont été en place depuis 5 ou 10 ans quand on réfléchissait chez MySeat. Tout à fait. Et le dernier cas d'usage qu'on voulait vous montrer, c'était plutôt la notion de visibilité, donner une vision à 360 degrés aux équipes sur le patrimoine et ce qui s'y rattache. Ça va passer notamment par des tableaux de bord. Je te laisse en parler, Flavien, côté Hublot. Oui, c'est toujours le même sujet, c'est que les gens, ils ont besoin d'avoir une centralisation de l'information, et notamment cette notion de tableau de bord. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie d'avoir quelque chose qui me dit
est-ce que j'ai des choses à réaliser, où j'en suis un peu en termes de grands chiffres, et d'avoir des actions rapides. Et ça, c'est le cas classique aujourd'hui des bonnes pratiques d'ergonomie pour arriver à faire correctement son action, avec en plus le petit moteur de recherche en haut. Donc il y a vraiment cette logique de j'ai envie d'avoir une visibilité d'information où j'ai pas besoin d'aller fouiller à droite à gauche et l'information m'est fournie, ou en tout cas si j'ai besoin de la chercher, elle est ultra simple en moteur de recherche. Et bien évidemment, avec un travail à réaliser sur qui doit voir quoi. Toujours la même thématique, pour que l'information soit utile, elle doit être pertinente. Et donc c'est vrai que plus votre organisation grandit, plus il faut que l'information soit adaptée à votre unité organisationnelle, votre direction, votre agence, etc. Et du coup, dans cette logique de visibilité aux équipes, pour compléter votre outil de gestion, nous, ce qu'on vous propose, c'est dans votre domaine documentaire patrimoine, avec le moteur de recherche que vous avez au centre qui vous permettra de retrouver facilement tous vos documents. On vous a, alors c'est peut-être pas hyper lisible, mais on vous a mis des petits compteurs en bas qui vous permettent de ne pas avoir besoin de rechercher au fond de vos documents pour savoir qu'il y a des choses particulières qui nécessitent votre attention. Donc là, par exemple, on a paramétré des alertes sur tout ce qui pourrait manquer en termes de plans, d'actes de propriété, de diagnostics qui seraient manquants ou périmés. On vous alerte sur les patrimoines, par exemple, pour lesquels on préconiserait des travaux énergétiques parce que ils ont une note de DPE qui est F ou G. Même chose pour des patrimoines qui sont un peu plus attractifs et donc qui seraient à commercialiser en priorité, et cetera, et cetera. L'idée, c'est que ça vous saute aux yeux et que vous ayez des alertes qui facilitent le travail de vos utilisateurs. On l'a vu, ces alertes, elles sont liées à du patrimoine et donc on a la possibilité d'aller voir, les patrimoines pour lesquels on a des alertes et de zoomer sur un patrimoine pour avoir, tout ce qui, nécessite votre attention. Par exemple, ici, on a, heu, c'est un bien qui est à commercialiser en priorité, pour lequel, il manque, plein de choses, l'acte de propriété, un diagamiante, il y a des travaux énergétiques qui sont préconisés, il manque un plan, et cetera, et cetera. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qui ont vocation à, faciliter, l'accès à l'information et que ça vous saute aux yeux, que vous n'ayez pas à fouiller au fin fond de vos documents pour savoir qu'il faut refaire un diag, et au risque derrière d'en recommander un autre. C'est ce que disait Flavien tout à l'heure et je l'ai moi-même constaté à plusieurs reprises, chez certains de nos clients. Donc en synthèse, dans quel cas, Hublot et Nexia peuvent vous aider? Donc on vous a mis quelques exemples. Je te laisse en parler Et pour Hublot. oui, je pense que les points où, à mon avis, on est pertinent, entre guillemets, c'est s'il y a un enjeu de plateforme patrimoine ergonomique, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu en disant j'ai envie d'avoir un outil ergonomique de visualisation de l'information. Je pense qu'on est intéressant dans la thématique où on s'aperçoit qu'il y a une conduite du changement et donc que le format d'atelier de co-conception et de réflexion porte ses fruits. Je pense qu'on est pas trop mal positionné. Si on a cette réflexion-là de se dire que oui, l'enjeu, c'est cette plateforme doit centraliser de l'information, donc ça revient avec le premier point, c'est-à-dire on veut qu'elle soit centralisée ergonomique. Et après, évidemment, un des enjeux du boulot et aussi notre réflexion, c'est de se dire que si on veut faire un changement majeur de productivité, ou en tout cas de qualité de service, c'est en faisant le lien avec les parties externes à l'organisation. C'est que c'est ça la plus grande difficulté qui a été faite, je pense, sur le patrimoine, c'est de l'avoir un peu conçu en boîte fermée, alors qu'en fait, on voit que, par exemple, la réclamation, je pense que le 4/5e du travail, il est quasiment en dehors de l'organisation. Et donc d'avoir cette réflexion-là sur comment je peux, par exemple, mieux traiter la réclamation et arriver avec des cas un peu concrets là-dessus. Donc, notamment quand il y a un lien à faire avec un locataire, je pense que le positionnement du Hublot est assez intéressant. Merci Flavien. Et donc de notre côté, Nexia va pouvoir vous aider à faire plusieurs choses. Le premier volet, c'est de diffuser et pérenniser la connaissance de votre patrimoine. On sait qu'il y a des documents qui sont un petit peu partout. Il y a de la connaissance qui est un petit peu partout. Vous pouvez consigner dans des procédures, dans des fiches pratiques, dans tout ce qui va permettre de
de rendre cette connaissance partagée, diffusable et pérenne. C'est également décloisonner votre organisation parce que assez souvent, l'accès des documents sont typés pour tel ou tel service ou telle thématique. Par exemple, les diagnostics, souvent, ils sont accessibles uniquement à un endroit. Nous, étant donné que c'est quelque chose qui peut être aussi bien utilisé par de la gestion locative que par de la gestion patrimoniale, c'est un document qui pour nous est un peu transverse et donc par lequel on peut accéder par plusieurs espaces documentaires dans Nexia, à la fois côté locataire, côté patrimoine, voire côté contrat ou fournisseur en fonction de vos besoins. Hein, puisque l'idée c'est vraiment de désiloter l'information, la décloisonner et Nexia c'est quelque chose qui s'y prête très bien, qui est assez adapté à ce genre de cas d'usage. Bien sûr, trouver beaucoup plus facilement les documents que vous avez aujourd'hui, peut-être disséminés un petit peu partout, les diags, les plans ou d'autres. Et puis également, ça c'est bon à savoir, traiter efficacement vos factures de travaux puisque Nexia, c'est de la gestion électronique de documents, mais c'est également des workflows de traitement de documents, que ce soit des demandes d'achat, des factures ou même des courriers. Ça fait partie des spécialités qu'on a chez Access depuis un certain temps. On a une grosse expertise sur la facture. Avec le passage à la facture électronique, on est encore dans les temps pour vous accompagner sur ce sujet si vous le souhaitez. Donc en synthèse, hein, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que à la réponse comment moderniser en 2025 votre récit patrimoine, il faudra vous appuyer sur des outils modernes, connectés et intuitifs. Et on va pouvoir répondre au moins partiellement à la question de Denis qui demandait quels outils ou quel outil complètent ou compléteront Hublot pour un bailleur. Hublot et Nexia sont assez complémentaires, on l'a vu. Après, il y a peut-être d'autres exemples que tu peux citer, Flavien. Oui, oui, en fait, si on élarge un tout petit peu sur la partie patrimoine, en fait, moi j'aime beaucoup les amis de Activinov qui ont par exemple un produit qui s'appelle Emerald pour la gestion des flux, donc plutôt sur la partie attribution de logement. J'aime beaucoup les acteurs comme Loré qui propose un outil de taxe foncière, donc il y a un lien énorme avec le patrimoine parce qu'en fait, pour correctement déclarer sa taxe foncière et faire le lien cadastral, faut être certain de sa donnée en interne, donc ça c'est un énorme lien. Et il y a plein d'outils complémentaires sur le suivi de ticketing, la GMAO. Donc, c'est des outils parfois qui peuvent être en légère concurrence avec Hublot, mais qui apportent une valeur. Donc, Inch, Sowell. Et par contre, si maintenant je suis en comparaison avec le périmètre de l'ERP, donc avec votre périmètre, prenons un exemple, Aeron ou Sopra, donc PH Prem ou ICOS ou Ulysse, il faut un outil comptable en complément d'Hublot. C'est un des points, c'est pour ceux qui sont éventuellement clients d'Ulysse, ils ont l'habitude, mais un des points principaux sur un périmètre existant, c'est le fait d'avoir un outil comptable complémentaire. Ça peut être du Cegid, ça peut être du Sage, ça peut être du NetSuite, mais c'est un des points hyper importants, en sachant que si je complète un peu mon propos, il y a deux grands enjeux dans le logement social en particulier à réfléchir. C'est comment on fait les régules de charge. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité, les régules de charge sont faites, mais je pense qu'il y a des axes d'amélioration et c'est quelque chose sur lequel on veut travailler côté Hublot. Et je pense que une des énormes améliorations qu'on pourrait faire, c'est cette partie-là dans le logement social. Et le second point qui est beaucoup plus en lien avec le patrimoine, c'est tout ce qu'on va appeler le suivi des interventions techniques et le fait de passer en bon de travaux. C'est-à-dire d'avoir des choses qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus efficace du suivi des éléments et des contrôles et de la restitution en prise d'information. Et c'est quelque chose qui aussi sous-entend que je pense qu'il y a un énorme travail des directions financières dans les années à venir aussi du logement social. Il y a un énorme travail côté département informatique sur comment je deviens des experts de la data, donc avec peut-être des data scientists dans les équipes. Et je pense qu'il y a une énorme réflexion à avoir sur le bailleur sur qu'est-ce qu'on fait en termes de direction financière. Et notamment de se dire qu'au final, la direction financière, c'est pas qu'une direction comptable, mais ça peut être par exemple une direction un peu contrôle de gestion.
Et donc de s'apercevoir que la régule de charge, c'est un peu du contrôle de gestion. Le plan pluriannuel de travaux, en fait, c'est du contrôle de gestion. Et donc de réfléchir sur est-ce que je suis correctement outillé et correctement processé. C'est aussi pour expliquer que je considère qu'il n'y a pas que des outils qu'il faut qui complètent Hublot. Je pense qu'il y a une adaptation et une conduite du changement à réaliser pour en fait ne pas essayer de faire la même chose qu'on a fait depuis 20 ans, mais essayer de l'adapter un tout petit peu, sans régression. Ça, je l'entends tout à fait. On va éviter de refaire des choses manuelles, mais par contre, il y a quand même une adaptation nécessaire. La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que tous les acteurs de l'immobilier vont connaître une bascule de leur outil, même s'ils restent chez le même éditeur, hein, d'ici 5 ou 10 ans. Et donc, tout le monde va devoir avoir cette réflexion-là, parce que même si je reste chez le même éditeur, la nouvelle version ne va certainement pas refaire exactement de la même manière. Donc, il y a un travail énorme d'approche du changement. Merci Flavien. Alors du coup, la question, est-ce que vous avez des questions? On en a traité pas mal. On peut peut-être en prendre une dernière si vous en avez une, avant de vous libérer. On a débordé un petit peu, mais c'est parce que le sujet vous intéresse, c'est très bien. Bon, en tout cas, on reste en contact avec, enfin, vous pouvez nous contacter avec Maxime Oui, sans aucun problème si vous avez des questions. Je le répète assez souvent, donc il y a un replay qui sera disponible et on essaye vraiment systématiquement de proposer des choses qui répondent aux enjeux. Donc si en fait vous avez des thématiques plus précises, plus générales, enfin si vous avez, même si vous avez des retours en disant bon il était sympa votre webinaire mais il manquait ça, 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 vraiment faites-le. mmh, Parce que l'objectif, c'est moi, j'aime pas que les gens perdent du temps. Donc, en fait, si on peut arriver un tout petit peu à apporter quelque chose qui est concret pour vous, sans aucun problème. Et pareil, je pense qu'avec Maxime, on a la même approche. Évidemment, on aime Hublot et Access, mais si jamais vous avez des questions sur d'autres outils ou d'autres éléments, on connaît certainement d'autres acteurs et l'approche, c'est plutôt d'essayer en tout cas, on espère d'accompagner au mieux et donc de faire en sorte d'échanger s'il y a besoin ou de vous mettre en relation avec d'autres éditeurs ou d'autres interrogations. On a la chance, je pense, d'être en discussion avec beaucoup d'acteurs qui ont souvent les mêmes problèmes. Donc, ce qu'on peut ouais, aussi amener, c'est une mutualisation de ce qu'on constate sur le marché. tout à fait. On ne vous laissera pas sans solution en tout cas, ça c'est sûr. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose d'arrêter là. Merci beaucoup pour Merci. votre participation, pour les différentes questions que vous nous avez posées. C'est un sujet qui vous intéresse autant que nous et ça nous fait plaisir. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir, bonne Merci. journée. Bonne journée. Au revoir.